Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera le bilan de l'année 2019. Je viens donc vous parler aujourd'hui des livres qui m'ont le plus marqué cette année 2019. J'ai lu un petit peu moins que d'habitude, je ne sais pas ce qui s'est passé cette année, j'ai eu pas mal de panne de lecture. J'ai lu 80 livres en tout, en fait 79 pour être tout à fait honnête. Cette année je vous ai concocté un top 10 de mes meilleures lectures qui n'a pas été trop compliqué à faire pour une fois. Et je vous ai fait aussi un top 3 de livres graphiques. Comment est-ce que je fais pour faire un top 10? Eh bien en général, je vais sur Livre Addict, c'est là où je mets tous les livres que je lis. D'ailleurs, il y a toujours en barre d'informations en fait ma page Livre Addict, donc vous pouvez me suivre sur Livre Addict également. Donc sur Livre Addict, je note à chaque fois que j'ai lu un livre, je lui mets une note. Du coup, ce que je fais pour faire mon top de l'année, c'est que je prends les meilleures notes, vraiment les livres pour lesquels j'ai mis 17, 18 sur 20. Ce qui est très rare parce que je suis un petit peu chiante, hein, vous le savez. Et en fait, c'est assez marrant parce qu'il y a certains livres pour lesquels j'ai mis 17 sur 20 notamment, et dont je ne me souviens mais absolument pas. Il y a notamment 2 livres jeunesse, je leur ai mis 17 sur 20. Sur le moment, je me souviens que j'avais adoré, j'avais trouvé ça génial, et là, je ne sais même plus où faire le résumé de ces livres. Par contre, il y a certains livres pour lesquels j'ai mis une petite note un peu moins grande, genre 15-16, vraiment les notes on s'en fout un peu, c'est vraiment pour faciliter la tâche en fin d'année. Mais en fait, ces livres-là, certains, je m'en souviens très très bien, ils m'ont fort marqué et ils sont notamment dans le top 10 de l'année. Avant de passer au top de l'année, j'avais envie de vous parler de certains livres avec des petits critères. J'avais envie en premier lieu de vous parler, ça ne va pas vous surprendre, du livre le plus glauque de l'année. J'avais envie de vous faire cette catégorie parce que vous savez que je lis des livres glauques. Et vous savez que je suis pas vraiment très impressionnable en littérature au niveau du glauque et tout ça. Je peux lire les pires horreurs. Dans les films, ça c'était autre chose, mais dans les livres, je ne sais pas pourquoi, j'ai une espèce de carapace. Et là, je ne sais pas, ce livre, Le 5e jour de Maud Tabachnik, il était assez écœurant en fait. On va suivre en fait l'histoire d'un vrai tueur en série, et c'est peut-être ça qui rajoute au côté très glauque, c'est qu'on sait que ce gars a existé. Il enlevait des petites filles et un jeune homme handicapé et ce genre de... Enfin voilà, un homme épouvantable qui va faire des choses atroces, des tortures assez horrible, et on va suivre ça et on sait que ça a vraiment existé, et à un moment il va envoyer une lettre à la mère d'une victime, et cette lettre c'est une vraie lettre en fait que le vrai tueur a écrite, et je pense que c'est ça qui est assez glaçant. Alors au début on n'a pas beaucoup de détails sur les tortures, mais en fait au fur et à mesure de la lecture on en sait un peu plus, et à la fin on a tous les détails qu'il faut. Donc si vous êtes impressionnable, surtout ne le lisez pas parce que franchement c'est vraiment... c'est pire que tout ce que j'ai pu lire. Il y a le côté réaliste qui fait que voilà, c'est un vrai tueur, donc ça n'aide pas. Mais le livre était pas mal, franchement. Moi j'ai bien aimé la première scène, les premières scènes sont géniales, l'enquête est vraiment intéressante, on est vraiment dans... c'est très poisseux et franchement j'ai bien aimé, donc c'est le livre le plus glauque de l'année, il a son petit prix. Ensuite je viens vous parler du livre le plus flippant de l'année. Je vous ai fait pour Halloween une vidéo spéciale livre flippant. Je pense que vous l'avez bien aimé d'ailleurs parce que j'ai eu un chouette accueil sur cette vidéo. Je vous ai déjà parlé de pas mal de livres qui m'ont fait stresser, et cette année j'avais envie quand même de vous parler du jeu du chuchoteur. Ce livre m'a quand même apporté pas mal de frissons avec des scènes plutôt réalistes en fait. C'est plutôt ça qui me fait stresser, c'est les scènes du quotidien où tu peux très bien t'imaginer à la place du héros ou de l'héroïne. Ici la scène, il y a eu 2 scènes qui m'ont fait stresser, mais il y a une des scènes, c'est quand elle est dans le train et qu'elle a l'impression d'être suivie, et que tout à coup la personne qui la suit la frôle au passage dans le train, puis elle sort du train, elle rentre chez elle, elle sent qu'elle est suivie, elle doit passer dans un couloir un peu sombre. Ce passage m'a vraiment stressée, j'en souviens encore. Et oui, franchement, ça c'était le livre qui m'a fait le plus flipper cette année, alors que j'ai lu des livres plus flippants, mais ça dépend de chacun en fait, vraiment. Puis le moment où vous le lisez. En soi, c'était un très bon livre, Le jeu du chuchoteur, c'est un 4e tome, donc je peux pas trop vous en parler. Mais c'est vraiment un bon livre. Ce qui m'avait déplu, c'était la fin qui était un petit peu tirée par les cheveux. Je trouve que les auteurs essayent d'en mettre un petit peu trop à la fin pour nous étonner, et j'avais trouvé ça un petit peu exagéré. Mais sinon, ça avait été une très bonne lecture. Je vous mets de toute façon en barre d'informations toutes les vidéos dans lesquelles je parle de ces livres. Comme ça, je ne vais pas passer trop de temps sur chacun des livres parce que sinon, cette vidéo risque de durer 1h30.
le roman le plus page-turner de l'année, donc c'est-à-dire le roman que j'ai dévoré, que j'ai déglingué, que j'ai commencé, je pouvais pas m'arrêter. Il y en a eu plusieurs. Il y en a eu plusieurs vraiment, mais celui dont j'avais envie de vous parler, que j'avais envie de mettre dans ce top parce qu'il est vraiment très bon, c'est Passager 23, que j'ai revendu cette année. J'ai revendu quand même pas mal de livres. Et Passager 23, voilà, je l'ai revendu, mais ce n'est pas pour ça que je ne l'ai pas aimé. C'est juste que maintenant je connais les révélations et je pense que je vais jamais le relire. C'est un très bon livre, c'est un huis clos sur un bateau, c'était très très bon, je vous en ai parlé très récemment dans un point lecture. Il y a des page-turners qui au final sont pas des bons livres, mais celui-là je trouve qu'il était vraiment très très bien, même s'il y avait un petit peu une surenchère de révélations, beaucoup de personnages qui faisaient qu'on se perdait un petit peu, mais ce huis clos sur un bateau c'était pas mal du tout. La plus belle plume de l'année, j'avais aussi envie de vous parler de la plus belle plume de l'année. Alors cette année je n'ai pas forcément découvert des plumes extraordinaires, alors je dis pas que tous les auteurs que j'ai lus cette année écrivent très mal, non c'est pas ça, c'est juste qu'il n'y a pas de plume qui m'a renversée. J'ai pas lu beaucoup de classiques, ou alors j'ai lu des livres dont je connaissais les auteurs. Par exemple Myriam Leroy, eh bien je l'avais déjà lu l'année passée, donc voilà, j'ai pas fait de découverte au niveau de la plume de l'auteur. Il y a un auteur dont j'adore la plume, mais je vous en parle déjà dans le top 10, mais je voulais vous parler d'une lecture. Alors c'est un livre justement, un des livres jeunesse pour lesquels sur Livre Addict j'avais mis une super bonne note, j'avais mis 17 sur 20 parce que c'est un livre, quand je l'ai eu fini, j'avais adoré, j'avais été très touchée par la plume de l'autrice. L'histoire n'était pas follement originale, mais j'avais adoré la manière dont c'était écrit. Il s'agit de Les yeux des reines de Dominique Brisson. On va suivre une jeune fille qui... ouais, ça va être la fin du monde et les gens commencent à changer en fait petit à petit. Sa meilleure amie va changer et elle s'éloigne peu à peu d'elle et ils ont des comportements un peu étranges et elle voit tous les gens autour d'elle changer. Et elle écrit dans son journal intime. Et en fait, ce qui m'a vraiment plu dans ce livre, à part le truc intriguant quand même de l'histoire, c'est la plume de l'autrice. Une littérature jeunesse, donc vraiment très simple, des écrits grands, enfin voilà, livre jeunesse. Mais je trouvais que sa plume était très travaillée. Alors certes, c'est écrit avec un vocabulaire assez facile à comprendre, assez simple, pas de trop longues phrases, mais les mots qu'elle utilisait étaient très précis, très diversifiés. Voilà, on n'avait pas 10 fois le même mot sur la même page, ce qui arrive souvent en littérature jeunesse. Et là, je trouve qu'elle avait vraiment une variété, une richesse de vocabulaire dans un livre jeunesse, quelque chose de très sensible au niveau de l'écriture qui m'a beaucoup touchée et dont je me souviens encore. Même si je me souviens plus trop de l'histoire, je me souviens encore de l'écriture. Et donc restez jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y a une petite surprise à propos de ce livre à la fin de la vidéo. Ensuite, avant de vous parler des meilleures lectures de l'année, je viens vous parler des flops parce qu'il y en a eu cette année. Alors je ne vais pas vous parler de tous les flops que j'ai eu cette année, je vais vous en présenter 3 qui m'ont marqué, on va dire. Le premier, il s'agit de Je ne suis pas un monstre, qui est un roman que j'ai lu sur Kindle et ce livre, c'est une histoire de disparition d'enfants. Donc on va suivre plusieurs personnages, on va suivre une journaliste qui s'occupe justement de présenter les journaux télévisés et qui s'occupe justement de la disparition d'un enfant qui vient d'avoir lieu, elle en parle à la télévision. Et on va suivre aussi l'enquêtrice qui suit cette disparition d'enfants et qui a déjà couvert l'affaire il y a quelques années d'une autre disparition d'enfants qui ressemble fort à celle qui se passe à l'heure actuelle. C'est un livre, la raison pour laquelle c'était une déception, c'est parce que c'est un livre qui a été porté au nu par énormément de blogueurs, et même Séverine, que j'adore suivre cette année, je pense que c'est la personne qui m'a le plus influencée dans mes lectures. Et il y a énormément de gens qui ont adoré ce livre, et moi, en fait, pour la première fois, je n'ai pas compris tout l'engouement qu'il y avait autour de ce livre. D'habitude, quand il y a des livres qui sont vraiment plébiscités comme ça, que tout le monde adore, même si j'aime moins, je suis déçue, il y a toujours quelque chose qui fait que je comprends pourquoi, même si pour moi ça ne marche pas. Mais là, je ne comprends pas parce que je trouvais le style pas du tout agréable à lire. C'était un style qui ne me plaisait pas, que je trouvais un petit peu maladroit, un peu lourd par moments. On développe des personnages, alors c'est bien de développer les personnages, je défends le développement des personnages, mais là tu développes des choses dont on s'en fiche
complètement dans l'enquête, qui nous coupe dans le suspense, parce qu'il y a un suspense autour des disparitions d'enfants. Il y a des personnages qui vont comprendre des choses de l'enquête alors que ce n'est pas leur métier, et ceux pour qui c'est le métier, eh bien ils vont pas trouver, alors que c'est des trucs assez évidents que nous, en tant que lecteurs, on trouve. Il y a pas mal de trucs qui m'ont dérangé dans cette lecture, donc oui, ça a été un peu une déception. Je peux peut-être éventuellement comprendre quelque chose sur la fin qui était assez original, qui fait que oui, peut-être, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles tout le monde a adoré ce livre, mais je ne trouve pas ça suffisant en fait, hein. La fin ne va pas sauver tout le livre, malheureusement. Ensuite, deuxième déception de l'année dont j'avais envie de vous parler vite fait, c'est la première lecture de l'année. Alors j'ai commencé 2019, mais en force, avec une grosse déception. En voiture Simone d'Aurélie Valognes. Je ne le trouve plus dans ma bibliothèque, je pense que je l'ai revendu. Je ne sais même pas vous dire de quoi ça parle, je me souviens juste que c'était complètement invraisemblable. Toutes les réactions de personnages, tout était invraisemblable, que ce soit dans le style, dans l'histoire, dans le réalisme, tout était invraisemblable, les réactions, les paroles, tout. Il n'y a rien qui m'a plu. Pourtant, j'avais lu un autre livre d'Aurélie Valognes qui était dans mon top de 2018, quoi, donc voilà, ça dépend peut-être, je ne sais pas, celui-là, c'était, je m'en souviens, c'était ma première lecture de 2019, ça commence bien, quoi. La dernière déception dont j'avais envie de vous parler, il y en a eu plein d'autres, hein, mais j'avais envie de vous parler de ces trois-là. C'est un livre, je vous montre, je pense que ça sert à rien d'en parler pendant 3000 ans. Ce livre-là, Un palais d'épines et de roses, premier tome, et d'ailleurs deuxième tome également. Alors il s'agit d'une réécriture de La Belle et la Bête, version fantasy young adult. C'était une sorte de plaisir coupable, ce palais d'épines et de roses, parce que, bah oui, c'était agréable à lire. J'ai lu le tome 1, j'ai lu le tome 2, mais oui, et j'ai lu le début du tome 3, et là je me suis dit non, là c'est trop, je vais m'arrêter. Il y a plein de choses qui m'ont dérangée, je vous en ai parlé longuement dans un vlog, dans un point lecture, sur Instagram, je vous en ai parlé énormément, donc j'ai pas non plus développé 3000 ans pour que je puisse un peu passer à la suite. Mais dans ce livre, il y avait déjà un manque cruel d'originalité. Des réécritures de contes, ça s'est déjà fait et refait, donc c'était pas vraiment original. Je trouve que c'était un petit peu un melting pot de tous les romans fantasy young adult que j'ai pu lire précédemment. Je parle de Maria V. Snyder, je parle de Mary Ray Carson, je crois que je viens d'inventer le nom d'un auteur qui n'existe pas, mais je trouvais que c'était un petit peu un melting pot de toutes ces choses-là. Pourtant, j'ai pas lu tant de fantasy que ça, donc ça ne devrait pas me déranger. La fantasy, c'est quand même pas un genre, j'adore ça, mais c'est pas un genre que j'ai le plus lu, donc et dans la fantasy jeunesse, je trouve que les premiers dont je viens de vous parler, ils sont tellement meilleurs, et quand je lis ça, j'ai l'impression de voir un mélange de tout ça, et que c'est pas du tout original, ce qui est dommage, parce que franchement, la fantasy, c'est tellement ouvert, il y a moyen de faire tellement de choses que c'est pas normal d'être tout le temps dans la même chose. Dans le policier, dans le thriller, c'est en effet, au bout d'un moment, on tourne un petit peu en rond parce que on est sur des histoires réelles, donc on ne sait plus trop quoi inventer. Mais au niveau de la fantaisie, il y a tellement de choix que je trouve pas ça normal de retrouver des lieux communs, des choses comme ça. Enfin, voilà, je trouvais qu'il y avait quand même pas mal de clichés, je trouvais qu'il y avait un manque cruel d'approfondissement des personnages qui m'a dérangé, des personnages qui se veulent drôles comme ça, et tu t'es censé t'attacher. En fait, c'est un petit peu les Fred et George qu'il y a dans Harry Potter, mais dans ces livres-là, mais qui ne te font absolument pas rire, parce qu'en fait, tu ne t'y attaches absolument pas, un manque d'approfondissement des personnages, un petit peu de sexisme, voilà, je m'en souviens plus, je sais qu'à l'époque ça m'avait dérangé, mais je peux plus vous situer les passages qui m'ont dérangé. Mais honnêtement, même si je pense que sur Livre Addict, je dois pas lui avoir mis une note épouvantable, hein, et que j'ai lu le 2, c'était vraiment un plaisir coupable, et j'ai été un peu déçue de ne pas trouver quelque chose de follement original. Voilà. Et ensuite, avant de passer au top, parce que cette fille aime garder un suspense, j'avais envie de vous parler de l'abandon de l'année. Alors cette année, je pense que c'est l'année où j'ai abandonné le plus de livres. Et justement, dans la même lignée qu'un palais d'épines et de roses, il y a La couleur du mensonge que j'ai revendu. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je n'ai toujours pas revendu celui-là. Peut-être parce que je l'ai payé 18,90 €, peut-être. Eh bien, j'ai, oui, lu La couleur du mensonge. Je ne peux même pas vous dire de quoi ça parle. Je l'ai abandonné donc aux 2/3 parce que ce livre a marqué un petit peu un tournant dans mes choix de lecture en 2019. Puisque ce livre était follement
égocentrée. Alors je sais pas trop si on peut utiliser ce mot dans les livres, mais vraiment, l'héroïne était le centre de l'univers, alors que il y avait des choses bien plus importantes. Donc en fait, toute l'histoire est tournée autour des préoccupations de l'héroïne, que ce soit la romance, que ce soit le personnage, tout. On va dire que tout ce qui est stratégie politique est tourné autour de la romance, va faire en sorte que les deux soient dans la même pièce. Tous les personnages n'existent que pour ce personnage-là. Enfin, c'est assez dérangeant en fait. Moi, ça m'a vraiment pas plu au niveau du style en plus. Voilà, c'était pas agréable. Vraiment, ça m'a dérangé cette romance gnangnan. Oh, les choix que prennent les personnages parce qu'ils sont amoureux. Mon Dieu. Ouais, non. Ça, Et maintenant, on va passer au top de l'année, enfin. Et avant de passer au top des romans, je vais vous faire le top des livres graphiques. Donc je vous ai fait un petit top 3. En troisième position pour les romans graphiques, j'avais envie de vous parler de Le Prince et la Couturière de Jane Wang, publié chez... Alors c'est Akileos, oui c'est ça. Alors un livre graphique vraiment immersif. Déjà, on a des dessins que j'aime beaucoup. Enfin, ils sont tous un petit peu dans ce style-là. J'ai beaucoup aimé les dessins, ça fait un petit peu dessin d'enfant, mais c'est pas du tout une histoire pour enfants. Je pense que les enfants peuvent s'en sortir en le lisant, mais c'est pas forcément destiné aux enfants au départ. Mais les dessins ont un côté très enfantin avec des contours assez épais comme ça. Je suis archi nulle pour décrire des dessins, hein. C'est pas vraiment mon rayon. On va parler d'une petite couturière qui va être engagée en tant que couturière du prince. Et le prince, il a qu'une envie, c'est s'habiller avec des robes. Et donc la petite couturière va donner des habits extraordinaires à ce prince qui a envie de porter des robes. Et c'est quand même une histoire qui livre de jolis messages de tolérance. Il y a de très très forts et beaux passages, notamment sur la fin avec la famille du prince. J'ai trouvé ça vraiment très émouvant, j'ai beaucoup aimé cette histoire. Et je trouve qu'il faudrait plus de livres de ce genre. Ensuite, je viens vous parler, donc en deuxième position pour les romans, les livres graphiques en tout cas, il fallait que je vous le dise, de Aude Mermillod. Il s'agit d'un livre publié chez Casterman. D'ailleurs, Casterman, grâce à qui j'ai découvert pas mal de livres cette année. J'ai eu des très bonnes lectures, un petit peu de tout, hein. Des bonnes, des moins bonnes, mais en tout cas, j'ai découvert pas mal de livres graphiques cette année grâce à Casterman. C'est un livre coupé en deux parties. Dans la première partie, on va suivre Aude Mermillod qui parle de son avortement, son tabou, son limite, hein. Elle va vraiment expliquer ce qui se passe quand elle arrive dans le bureau médical, pendant ce qui se passe et après. Donc vraiment tout ce qu'elle ressent autour de son avortement. C'est un sujet qui est très peu abordé en littérature. Il y a toujours des tabous autour de ce sujet et même dans la vie, hein. Il y a plein de gens qui se permettent des réflexions sur l'avortement alors qu'ils ne savent pas ce que c'est. Et ça casse un petit peu les clichés justement sur l'avortement et c'est très très dur comme histoire, hein. Et la deuxième partie, on va suivre l'histoire de Martin Winkler. Alors si vous ne le connaissez pas, c'est lui qui a écrit... Le cœur des femmes, qui est là. Ah, je suis tout tombée. Le cœur des femmes, c'est un docteur, un médecin qui a procédé à pas mal d'avortements et il explique un petit peu son histoire et c'est très très fort comme livre. Et les dessins sont magnifiques. Je vous en ai déjà pas mal parlé, mais... c'est vraiment très très beau, c'est pas des longues phrases, en peu de mots, on arrive à en dire énormément. Le livre graphique préféré de l'année, c'est pas une surprise si vous me suivez depuis un moment, de toute façon cette vidéo n'est une surprise pour personne si vous me suivez assidûment. Le livre que j'ai préféré au niveau des livres graphiques, il s'agit de Nymphéa Noire de Michel Bussy, l'adaptation donc par Casgrain et Duval. J'ai lu Nymphéa Noire, hein, qui a été un de mes romans préférés 2017, je sais plus, 2016, enfin bref, je l'ai adoré, c'était un vrai coup de cœur. Mais cette adaptation est absolument géniale, c'est magnifique. Il y a un côté un petit peu justement impressionniste dans les dessins. Je peux pas aller trop loin en fait parce qu'en fait c'est un policier, donc il y a des révélations. Je me demandais comment ils allaient faire justement cette narration justement, je me demandais comment ils allaient faire parce qu'il y a pas mal de révélations dans le livre et ils ont très très bien fait ça. La narration, les dessins, l'histoire est vraiment très très bien représentée. Franchement, je vous le conseille vivement si vous avez lu le livre.
ou si vous n'avez pas lu, peu importe. Et donc ici c'est aux éditions Dupuis qui m'ont également permis de lire pas mal de bandes dessinées cette année, donc merci à eux également. Et j'ai pas du tout fait exprès de présenter deux services presse en top, c'est simplement que ce sont des livres que j'ai beaucoup aimés. Et on va passer enfin au top 10 des romans de l'année. Donc en 10e position, il y a... j'ai pas pu m'en empêcher, hein. J'ai mis un Franck Tillier, j'ai adoré Lucas, je l'ai dévoré, Lucas de Franck Tillier, avec cette scène d'intro qui est géniale, une scène dans un hôtel miteux avec un petit couple qui rêve d'avoir un enfant, mais la femme ne peut pas porter d'enfant et donc ils vont faire porter l'enfant par une autre femme, donc il va y avoir une insémination artificielle clandestine. J'ai trouvé ça très original et en plus il y a une caméra qui filme pour voir si tout se passe bien. Et puis il va y avoir une enquête, mais Franck Tillier il est quand même fort. J'aime énormément ce qu'il écrit. Alors il y a des livres qui sont moins bien que d'autres, mais je trouve qu'il arrive toujours à mettre une enquête hyper intéressante où tu apprends plein de choses alors que je suis très réfractaire à tout ce qui est science, vous savez pas à quel point, mais lui il arrive quand même à me faire m'intéresser à plein de sujets. Il y a juste des révélations sur la fin que j'ai déjà vues dans d'autres livres de Franck Tillier et donc bon c'est pas très grave, hein, je vais pas vous dire lesquels vu qu'il en a écrit quand même une petite flopée. En 9e position je viens vous parler d'un roman fantasy. Je n'ai pas lu énormément de fantasy cette année mais j'ai lu mon auteur chouchou, Gabriel Katz. J'ai lu son livre qui est sorti aux éditions Brajlon dans la collection Big Bang, qui est une collection qui est sortie début d'année 2019. Et oh, j'ai beaucoup aimé. Alors ça fait partie des livres par contre que je sais plus trop résumer, hein. Là j'ai un peu oublié, mais je sais que j'ai eu un gros kiff de lecture. Déjà il est tellement chouette, Gabriel Katz, je sais pas, il y a pas mal d'humour. Alors c'est pas de la fantaisie hyper développée, très précise, avec des longues phrases qui vont te décrire tout en profondeur, en précision, c'est pas Tolkien. Mais il y a un côté très accessible justement dans cette fantaisie qui permet à des gens qui n'aiment pas forcément la fantaisie de découvrir un univers original avec des personnages comiques, actuels. Ouais, franchement, moi j'adore ce qu'il fait et j'étais très heureuse de découvrir ce livre. Alors, ici, je me suis demandé pourquoi il était dans une collection Big Bang qui est la collection jeunesse en fait, parce que je trouve qu'il n'y avait rien de plus jeunesse que ces autres livres, genre La part des ombres, Le puits des mémoires, tout ça. Peut-être qu'il y a moins de morts, mais et encore. C'est le genre de livre que j'ai adoré lire, que j'ai passé un super moment, mais par contre au bout de 2 semaines j'avais un peu oublié tout ce qui se passait. Ce qui n'est pas plus mal puisque la suite sort bientôt, le tome 2 sort bientôt, donc je relirai le tome 1. Mais je l'ai mis dans mon top 10 parce que je sais le kiff de lecture que j'ai eu en le lisant. Voilà, je vous conseille, hein, si vous aimez la fantasy et si vous ne lisez jamais de fantasy, que vous avez envie de vous lancer, peut-être que ce livre va vous aider puisque ce n'est pas aussi lourd que d'autres livres de fantasy, ou par exemple La Marque de Jacqueline Carré qui a été un énorme coup de cœur pour ma part, qui est quand même beaucoup plus lourd, beaucoup plus dense. Ici c'est vraiment léger. Et ce qui est chouette, c'est toujours l'humour de Gabriel Katz, hein. Moi c'est ce que j'adore retrouver chez les auteurs aussi, un humour... tu sens le second degré de certaines phrases, de certaines choses, tu sens que le gars il est super drôle. En 8e position, j'avais envie de vous montrer, de vous parler vite fait de La vie rêvée des chaussettes orphelines. Et oui, un Marie Vareille dans ma sélection puisque je l'ai lu en été, je l'ai adoré, j'ai passé un super moment, on est vraiment sur une histoire très originale. Même si au départ ça n'a pas l'air du tout, hein. Le résumé n'est pas forcément original. On va suivre l'histoire d'Alice. Alice qui a quelques tocs il me semble. Oui, elle a des troubles obsessionnels compulsifs, je me souviens plus tellement lesquels, mais je me souviens qu'elle n'allait pas très bien. En tout cas elle avait pas mal de crises d'angoisse et tout ça. Et elle va accepter un boulot assez étrange dans une start-up dont le but est de réunir des chaussettes orpheline, c'est ça le titre en fait. Alors moi j'avais un peu peur au début parce que ce titre ça rappelle quand même pas mal de livres qui sont déjà sortis. Je pense au Cercle d'épluchures de patates. Vous savez ces livres, ces titres à rallonge où tu mets des mots ensemble et que ça fait un truc un peu entre guillemets poétique. Je suis un peu méchante mais c'est vrai qu'il y a pas mal de livres comme ça qui sont sortis. Alors le Cercle littéraire des épluchures de patates est absolument génial, mais il y a plein d'autres livres dans la même vague qui sont un petit peu moins géniaux et du coup j'avais un peu peur, mais en même temps c'est Marie Vareille donc j'aime quand même beaucoup ce qu'elle fait. Et franchement j'ai bien fait de me lancer dans cette lecture, j'ai adoré. On a une histoire
entre sœurs en fait qui est très très dur en fait, hein. Au final c'est pas un roman tout à fait feel good parce qu'on a le passé de cette Alice avec sa sœur et visiblement sa sœur n'était pas très facile à vivre. Déjà il y avait dans la famille un truc qui m'horripile mais qui fait tellement mal au cœur à lire. C'est un favoritisme, donc une mère qui préfère une fille à l'autre, c'est tellement horrible à lire. Et oui, c'est une très belle histoire, justement l'histoire dans le passé est très très dure, en écho avec l'histoire du présent, on comprend un petit peu les réactions de l'héroïne et franchement c'est très chouette. En plus il y a quelques surprises dans le livre que j'ai pas forcément vu venir, donc j'ai beaucoup aimé cette lecture, elle m'a bien marquée cette année. Et une petite lecture d'été, mais pas si légère que ça. Et Marie Varey, elle a quand même un don. C'est de nous apporter une histoire justement a priori assez légère, comme peut le faire Virginie Grimaldi ou tous ces auteurs un petit peu qu'on va classifier dans le genre feel good. Mais je trouve que sa plume est un petit peu plus élaborée que celle des autres, un peu plus précise. Et je trouve aussi qu'il y a beaucoup moins de clichés que dans les autres livres, même s'il y en a, mais c'est des clichés agréables. Vous savez, il y a des clichés désagréables et des clichés agréables. Et Marie Varey manie très bien le cliché agréable et n'abuse pas du cliché désagréable. En 7ème position, je vais parler d'un livre jeunesse, un peu science-fiction, que j'ai revendu, je ne sais pas pourquoi, hein. J'ai revendu des livres, je ne sais pas, j'avais besoin d'argent sans doute. Il s'agit de 10 jours avant la fin du monde de Manon Fargeton, que j'ai lu en avril il me semble. Donc comme le titre l'indique, dans 10 jours c'est la fin du monde. Donc on va voir comment les gens, un petit peu tout le monde en fait, réagissent face à cette fin du monde. Alors tu as un bésodrome sur la plage, ça c'est la réaction de pas mal de gens, mais il y a aussi des gens qui veulent absolument faire une action avant de mourir. Il y en a, ils se laissent vivre, voilà. Il y a pas mal de réactions différentes et j'ai trouvé ça très intéressant. Certains personnages se rencontrent, des personnages très très différents. Il y a juste un personnage qui était un peu cliché, j'ai trouvé Aurélien. Alors j'ai un flash, mais j'ai trouvé vraiment cette lecture passionnante. J'ai adoré, je pense que je l'ai dévoré. Déjà j'aime beaucoup les histoires de fin du monde, j'en ai lu moins cette année parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment c'est un petit peu redondant. Les fins du monde ou les romans un peu catastrophes, dystopie, tout ça, j'en ai lu beaucoup, surtout les années précédentes. Du coup cette année je me suis un petit peu calmée et là ça faisait un moment et celui-là je le trouve vraiment très bien, c'est très agréable. Il est catégorisé dans Gallimard Jeunesse, je me demande pourquoi, mais en tout cas c'est vraiment une très très chouette lecture que je retiens. En 6ème position, justement, on va parler d'une de mes meilleures lectures que j'ai lues en janvier 2019. Il s'agit de Tu comprendras quand tu seras plus grande de Virginie Grimaldi. Je n'aurais jamais cru mettre un livre avec ce type de couverture dans un top. Croyez-moi, je n'aurais jamais cru. Quand je l'ai commencé, je ne m'attendais absolument pas. Alors je l'ai lu il y a un an, donc pardonnez quand même mon manque de souvenirs, hein, mais je me souviens que c'est une histoire d'une fille qui arrive dans une maison de retraite. Et elle va être collègue avec des gens qui travaillent dans cette maison de retraite, elle va rencontrer des personnes âgées. Alors je me souviens que il y avait un côté un petit peu développement personnel dans ce livre. Elle arrive, l'autrice, à nous donner quelques petites leçons, des petits messages, à développer quelques idées intéressantes justement sur base de choses toutes simples de la vie de tous les jours. Donc c'est pas simplement raconter l'histoire de cette jeune Julie. Je me souviens que j'avais apprécié qu'elle développe certains sujets, alors que le développement justement dans ce genre de littérature, j'ai un gros cliché, enfin, j'ai un gros préjugé là-dessus, mais en littérature on va dire feel good, le développement c'est pas ce qui est de mieux quoi. Enfin, de ce que j'ai lu en tout cas, hein, je précise, les auteurs en général, dans tout ce que j'ai pu lire en feel good, avec des grands guillemets, ça n'a jamais été très développé. C'est un livre qui m'a fortement émue, pour lequel j'ai pleuré. D'ailleurs j'aurais pu le mettre dans la question que je n'ai pas posée, du coup le livre qui m'a fait pleurer, parce que ce livre m'a fait vraiment verser des larmes, ce qui est très rare parce que je n'ai pas de cœur, non c'est pas vrai, mais quand je lis je pleure rarement quoi. Et là franchement j'ai été très émue, très touchée à plusieurs reprises. Alors certes il y avait quelques passages un peu clichés, comme je vous l'ai dit, il y a des clichés bienvenus, des clichés qui en sont un peu moins bienvenus. Ceux-là, c'était pas des clichés forcément bienvenus. Mais il y avait quelques clichés aussi dans les dialogues avec les personnes âgées. Je trouve que les personnes âgées, souvent dans la littérature, sont un petit peu
exagéré. Enfin, j'ai eu l'occasion quand même de fréquenter pas mal de personnes âgées. Il y a un côté un peu extravagant de certaines actions, un peu rocambolesque. Je pense que c'est fait exprès aussi de la part de l'autrice, mais si vous voulez 100% de crédibilité dans les actions, dans tout ce qui se passe, je pense pas que ce livre vous conviendra, mais en tout cas d'authenticité dans les émotions, dans les sentiments, dans ces relations entre les personnages, c'était pas mal du tout à ce niveau-là. Et on va passer au top 5 de l'année 2020, non, 2019, Isabelle, de l'année 2019, avec en 5e position un livre qui prouve que même si on est déçu par la fin, c'est vraiment l'entièreté du livre qui fait sa qualité. Il s'agit d'une cosmologie de monstres de Shawn Amill, je vous en ai déjà pas mal parlé. C'est très difficile à résumer. On va suivre une sorte de malédiction autour d'une famille. Donc on va suivre le père et la mère quand ils sont jeunes, quand ils se rencontrent. Et on va voir que le père... donc ils vont faire plusieurs enfants et on va voir que le père a quelques petits soucis, il a des sortes d'hallucinations et on se demande justement si ce sont des hallucinations ou pas. Et justement il y a cette question tout au long du roman, est-ce qu'on est dans du fantastique ou est-ce qu'on est dans du réel mais avec hallucination. C'est passionnant justement ce livre. Ce que j'ai adoré, c'est l'atmosphère un petit peu, beaucoup ressemblante à ce que peut faire Stephen King. Pas du tout dans l'écriture, mais vraiment dans l'atmosphère. Je vous en ai parlé plusieurs fois, mais quand j'ai lu ce livre, j'ai eu l'impression de lire un Stephen King. Non pas dans l'écriture, comme je vous l'ai dit, mais dans tout le développement de son univers, de sa petite ville, de ses personnages, de sa maison. Et à plusieurs reprises, je me suis dit, tiens, Stephen King, il innove là. Ben oui, patate, c'est pas du Stephen King. Donc oui, j'ai vraiment adoré cette lecture. Elle m'a duré 2 semaines, et c'était pas 2 semaines horribles, c'était 2 semaines de pied. Vraiment de vrai bonheur de lecture. J'ai adoré cette lecture, ça a été un vrai bonheur. Cette ambiance un peu sinistre, un petit peu rétro comme ça. Il y a juste un truc mais qui m'en déplut, mais qui a déplu à pas mal de gens, je pense. C'est... Bah, je peux pas vous dire en fait, c'est ça qui est drôle, c'est que c'est quelque chose qui se passe à cette partie du livre là, et tout d'un coup on prend un tournant, tu te dis mais quoi? Mais sinon, bah oui, une très très bonne lecture, j'ai adoré. Alors, en 4e position... Et oui, ça fait partie de ces livres pour lesquels j'ai pas forcément mis le 18 sur 20 qui fait que c'est un coup de cœur, mais dont je me souviens encore des mois après. Il s'agit de Le Manufacturier de Matthias Copping. Alors là, pour lire un livre noir, si vous voulez un livre noir, lisez celui-là. Ça, c'est du roman noir. Comment dire, comment parler de ce livre, à part que tout est sombre dans ce livre, du début à la fin. On va suivre un enquêteur qui travaille pour les stupes, il me semble, qui s'appelle Zéro. Parce que, pourquoi on le surnomme Zéro? Parce qu'il a zéro empathie, zéro sympathie, zéro ami. Je pense que c'est un truc comme ça qu'ils disent au début du livre. Dans ce livre, on va parler de plusieurs choses. On va parler notamment de crimes atroces qui ont été perpétrés dans les années 90 par des tortionnaires, les lions de Serbie, et il y a une avocate qui veut essayer de retrouver celui qui est à la tête du commando, hein, le sinistre, comment il s'appelle? Drago le Joub, voilà. Elle veut le retrouver et elle veut lui faire sa tête, hein, lui faire sa peau. Et on va suivre dans les années 2017 le dark web, donc tout ce qui se passe dans le dark web. Il y a toutes sortes de vidéos absolument atroces. Alors ceux qui ne connaissent pas le dark web, découvrez Franck Tillier parce qu'il en parle assez souvent dans ses livres. Le dark web, c'est cet endroit nébuleux sur internet où tu peux trouver le pire. Et des crimes, hein, des gens qui filment des crimes, et il y a un gars qui se revendique comme le tueur d'un crime justement qui a été perpétré en 2017 d'une jeune femme et d'un bébé, et il dit que c'est lui qui a fait ça, et enfin bref, il y a eu une guerre pour retrouver qui a fait ça. Le résumé est très difficile à faire parce qu'en fait, quand j'ai eu fini le livre, j'ai eu pas mal de réponses à mes questions. Et donc je ne sais pas, après plusieurs mois, si ce que je vous dis dans le résumé est une réponse aux questions que vous allez vous poser en le lisant. Donc c'est pour ça que c'est très dur de résumer un livre comme ça, tellement c'est aussi une énorme pavasse, hein, c'est un énorme machin. Il fait 500 pages, enfin ça va encore.
Mais ce livre, c'est la noirceur absolue, mais il y a des passages mais d'une violence verbale en fait, hein, d'une violence physique, d'une violence verbale. Il y a tout ce que les gens n'aiment pas si vous êtes un peu sensible. Il y a du viol, il y a de la violence, enfin, il y a toutes sortes de choses. Et on a quand même, à côté de ça, pas que de la violence, on a quand même une enquête intéressante, des joutes verbales qui m'ont fait fort rire. Il y a un gars quand même qui menace un autre gars et toute sa famille des pires choses, mais c'est tellement vulgaire et dégueulasse que c'en est drôle quoi. Il y a vraiment des passages qui m'ont bien fait rire, mais surtout on a une enquête qui est quand même bien foutue, que je vous conseille de découvrir si vous aimez le roman noir, si vous êtes un peu sensible, abstenez-vous parce que ça va pas vous plaire. Si vous voulez vous faire un petit peu un avis, voir si vous n'allez pas être trop bouleversé par cette lecture, trop touché si vous êtes un petit peu sensible ou quoi, de l'ouvrir en magasin, de lire les 10 premières pages. Je pense que vous allez vite vous rendre compte si ça vous convient ou vous convient pas. En troisième position, donc le top 3 plutôt de l'année 2019, il y a un livre que j'ai lu en décembre, s'il vous plaît. Il s'agit du Poison dans la tête de Jacques Saucé. Alors ça a été un vrai pied de lecture. Je l'ai lu quasi d'une traite, un jour où j'étais malade, j'étais censée me reposer, mais je l'ai lu du matin au soir. Le lendemain, j'étais guérie, donc on peut dire que Jacques Saucé m'a guérie, je ne sais pas. En tout cas, ce livre, c'est un tome en fait, hein. C'est un tome, je ne sais pas combien, d'une saga de l'auteur, mais je n'ai pas lu les livres avant, donc vous pouvez parfaitement comprendre ce qui se passe sans avoir lu les livres précédemment. La raison pour laquelle j'ai voulu lire ce livre, et d'ailleurs j'ai contacté la maison d'édition, le titre déjà me plaisait beaucoup, c'est l'histoire d'un gars qui force un petit peu les femmes à se suicider, enfin, un petit peu beaucoup, hein. Il leur met du poison dans la tête, c'est vraiment le titre. C'est une espèce de pervers narcissique vraiment ignoble, je sais qu'on utilise ce mot à tort et à travers, mais c'est pour vous situer un petit peu, un gars qui a des relations avec des femmes et à chaque fois elles finissent par se suicider. Oh joie. Le sujet m'intéressait beaucoup, je trouvais ça passionnant, je voulais voir un petit peu comment il faisait le gars, non pas pour faire la même chose mais vraiment un souci d'originalité, enfin vraiment je voulais un livre un peu original, savoir comment le gars s'y prenait pour faire tuer ses bonnes femmes. Et on va suivre aussi l'enquêteur, notre enquêteur qui à mon avis on a déjà vu dans d'autres tomes, et sa petite vie de famille et son grand garçon Oscar. On va suivre Oscar qui est à l'école, qui subit un peu de harcèlement, du harcèlement point. C'est assez dur d'ailleurs de découvrir ce qui se passe dans cette école et on voit comment réagit Oscar. Il y a des moments assez jouissifs qui font plaisir. Il y a aussi la femme du héros qui est enquêtrice. On va suivre aussi sa réaction face à cette situation. Donc il y a pas mal d'enquêtes en parallèle en fait. C'était vraiment passionnant, j'ai vraiment passé un tellement bon moment et j'ai trouvé quelque chose d'assez rare dans les romans noirs et dans les livres policiers parce qu'on a vraiment des enquêtes policières pour le coup. En plus d'un roman noir, c'est vraiment une enquête policière. On a en plus, je trouve, un développement des personnages, ce qui est très très rare, je dirais même chez Franck Tillier, hein, il n'y a pas ce développement à ce point. Je trouve qu'il y a beaucoup de sensibilité. Que ce soit dans l'écriture, que j'ai trouvé très sensible, il y a quelque chose de très humain dans ce qu'il écrit, mais aussi dans ses personnages. Je me suis beaucoup attachée à ces personnages. J'ai été très touchée, j'ai eu des nœuds dans la gorge ou dans le ventre, je sais plus trop, enfin bref, j'ai été nouée en lisant ce livre. Franchement, ça a été un vrai coup de cœur. Je ne comprends pas comment Monsieur Jacques Saucé n'est pas plus connu, parce que ça, c'est vraiment du bon roman de qualité, j'ai adoré, c'est du roman français s'il vous plaît, enfin, même si je suis belge, mais bon voilà. Le deuxième livre préféré de l'année, il s'agit de Feel Good de Thomas Gunzig. J'ai fait une vidéo consacrée à ce livre, je vous mets de toute façon en barre d'infos, à tous les endroits où vous pouvez trouver les avis sur les livres dont je parle. J'ai adoré cette lecture, c'est bien plus qu'un titre Feel Good. Déjà Thomas Gunzig c'est une plume que je trouve géniale, c'est cynique, c'est l'humour noir, c'est des phrases pertinentes, mais drôles, toujours avec beaucoup d'humour, des petites choses sur la société actuelle, mais des petites critiques de la société actuelle, mais toujours avec beaucoup de finesse. C'est un chroniqueur en fait, notamment, il n'est pas que ça, mais il est chroniqueur à la radio, à la RTBF notamment, et à chaque fois que j'entends ses chroniques, je me bidonne, mais en même temps il dit des choses tellement vraies, et en lisant son livre, j'entends ses chroniques qu'il écrit au préalable, je pense, donc vraiment
j'entends sa voix dire l'histoire et c'est vraiment passionnant. L'histoire de Feel Good, qu'est-ce que c'est? On va suivre deux personnages, notamment une jeune femme qui n'a pas la vie facile, elle est toujours un peu tout juste, hein. Chaque fin du mois c'est un peu pénible de payer tout ce qu'elle doit payer, toutes ses factures. Elle vit avec son fils. Et un jour, elle va faire une folle action, une décision complètement dingue pour recevoir de l'argent, puisque elle est vraiment au bord du gouffre, hein, elle a presque plus rien, elle a vraiment besoin d'argent, et donc elle va prendre une décision assez folle. Parallèlement, on va suivre un jeune homme, Tom, justement, comme Thomas Gundy, qui est un écrivain, mais c'est un écrivain dont les livres ne fonctionnent pas tellement. Alors sa maman lui disait qu'il allait être un grand écrivain, qu'il allait avoir beaucoup de succès, mais lui il le cherche encore, le succès, puisque à chaque fois ce sont toujours les mêmes noms qui sont primés au prix littéraire, et lui, voilà, il a un petit peu du mal. Et leurs destins vont se mêler, vont se croiser d'une façon complètement folle. C'est ça que j'ai adoré, c'est le côté fou, loufoque, fable sociale, le côté complètement dingue, mélangé à beaucoup de réalisme, d'analyse de la société, mais de manière jamais pompeuse, toujours super drôle. Enfin, moi je suis très sensible à l'humour de Thomas Gundy et j'ai adoré. C'est un roman que je conseille les yeux fermés à tout le monde. Je l'ai encore offert à quelqu'un, c'est vrai, pour Noël. Vraiment, découvrez-le. Découvrez-le, c'est bien plus qu'un feel good, hein. On parle du mot feel good, d'ailleurs on en parle, hein, de ce mot feel good et de la manière dont on peut vendre un livre. Je vous conseille de le découvrir, j'ai vraiment adoré. Et le livre préféré de l'année, et ce n'est pas non plus une grande surprise, et je n'arrive pas à mettre la main dessus depuis ce matin, je le cherche, je ne sais pas, je crois que je l'ai prêté encore une fois à quelqu'un, et je ne sais plus à qui, et ça m'énerve. Donc si je vous l'ai prêté, dites-le moi en commentaire. Il s'agit de Raison obscure de Amélie Antoine. Il y a eu un gros blanc. Alors, j'avais lu de Amélie Antoine l'année passée, j'avais bien aimé, c'était Les Secrets je pense, j'avais bien aimé, c'était original. Mais ici, mais quelle bombe ce livre! Donc c'est un roman en deux parties, on va suivre le quotidien de deux petites familles. On sait au tout début du roman qu'il y a quelque chose qui s'est passé puisqu'on reçoit un coup de fil de la police. Allô, il s'est passé quelque chose, venez vite. Et on ne sait pas quoi, et justement on va le découvrir à la moitié du roman et on va découvrir dans la deuxième partie comment ça s'est passé. Et on joue du coup sur une révélation assez tôt en fait, hein, au milieu du récit, pour quelque chose mais de tellement génial. Franchement, l'autrice a réussi à nous écrire un roman noir qui parle d'un sujet actuel très dur, je trouve, qui m'est très sensible, et je trouve qu'elle a mêlé le suspense avec quelque chose qu'il faut dénoncer. Et je trouve ça très habile de sa part justement d'en faire un roman noir, parce que tu es passionné, tu veux lire la suite. Il y a un côté page turner avec ce roman, c'est un côté thriller domestique en fait. Tu veux découvrir, tiens, qu'est-ce qui s'est passé au sein de ces deux familles. Et en fait, quand tu découvres ce que c'est, peut-être que tu n'es pas surpris, hein, peu importe hein, si vous avez été spoilé ou pas, mais en tout cas quand tu le découvres, c'est avec beaucoup de finesse et avec beaucoup de crédibilité. Ouais, c'est très authentique, les émotions des personnages. Pour vous dire en toute honnêteté, j'étais au fond du trou quand j'ai lu ce livre, parce que j'étais dans mon lit, je pleurais toute ma vie en découvrant ce qui s'était passé, comment ça s'est passé, parce que ça touche des choses très personnelles, mais vraiment c'était tellement bien fait que ça m'a bouleversée, justement par le côté très très réaliste. C'était ce qui était extrêmement fort dans ce livre. La fin est terrible. Moi ce livre je vous le conseille à 2000%, d'ailleurs c'est peut-être pour ça que je ne le trouve pas, c'est que je l'ai prêté encore à quelqu'un d'autre, mais je vous le conseille vivement. Si vous savez le sujet dont on parle dans ce livre, lisez-le quand même parce que c'est vraiment passionnant, et si vous ne le savez pas, bah justement vous avez la surprise. Voilà, je ne vais pas développer non plus longuement, j'en ai déjà beaucoup parlé, et c'est vraiment le livre, c'était même pas, il n'y avait même pas besoin de réfléchir, c'était ce livre-là que j'ai lu en mars passé, le meilleur que j'ai lu depuis des années. Voilà, c'est tout pour le bilan de l'année 2019. Avant de clôturer cette vidéo, eh bien je vais vous faire gagner, puisque j'ai lu ce livre en épreuve non corrigée, donc ici vous avez l'épreuve finale.
Je vous fais gagner Les yeux d'Aran de Dominique Brisson. Je sais que je n'ai pas encore fait de concours pour les 4000 abonnés, pour les 2000 sur Instagram. Et du coup, je vais de temps en temps mettre des petits concours à gauche à droite sur Instagram, sur YouTube pour vous remercier. Je préfère ça que plutôt que de faire un énorme colis pour une personne. Je préfère de temps en temps remercier plusieurs personnes. Il y a plus de chances que ce soit vous. Et donc pour participer, il suffit simplement de remplir un formulaire Google Form que je mets en barre d'information également. Elle sera très remplie la barre d'information, je vais encore galérer. Mais voilà, donc si vous voulez gagner ce livre-là qui a été le livre, je trouve, avec la plus belle plume de l'année. Eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire le livre ou même le top 10 de vos lectures de l'année 2019 et votre flop, parce que c'est toujours chouette de partager ses flops. Je vous dis à très bientôt. Ciao!